Appliquons le théorème de l'énergie cinétique à la gravitation locale. Pendant toute la trajectoire, la vitesse v change, mais l'accélération petit g est toujours verticale vers le bas. Calculons le travail de la force de gravitation. Il s'agit de l'intégrale du point de départ OA1 vers le point d'arrivée OA2 du produit scalaire de mg par le déplacement dx. Le vecteur déplacement dx a évidemment trois composantes, dx dans la direction x, dy dans la direction y et dz dans la direction 1z. Le produit scalaire est facile à faire, g est dans la direction moins 1z. Le déplacement produit scalaire avec g ne donne donc que moins g dz. On peut intégrer facilement et on trouve que l'intégrale vaut moins mg z2 moins z1, c'est-à-dire la hauteur du point d'arrivée moins la hauteur du point de départ. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit donc que l'énergie cinétique au point 2 moins l'énergie cinétique au point 1 est égale à moins mg fois la hauteur du point 2 plus mg fois la hauteur du point 1. Attention, bien entendu, c'est la vitesse au carré, et donc la vitesse au carré contient la composante x de la vitesse au carré plus la composante z de la vitesse au carré. On constate donc quelque chose de remarquable, le travail de la force de gravitation ne dépend pas de la trajectoire, mais uniquement du point de départ et du point d'arrivée. Nous avons fait le calcul du travail de la gravitation locale, essayons de voir le travail de la force de la vraie gravitation. Nous avons un corps centré en 0, 0 et un autre corps qui décrit une trajectoire due à la force de gravitation universelle. La force de gravitation universelle, c'est G fois la masse de A, la masse de B, divisé par la distance de A à B au cube, fois le vecteur qui va du point B au point A. Positionnons la masse A au point 0, 0, 0 et le point B a comme coordonnées x, y, z. En conséquence, la distance au carré est x carré plus y carré plus z carré. Le produit scalaire de la force par le déplacement nous donne donc G ma fois mb sur r cube fois x dx plus y dy plus z dz. Vous constatez évidemment que x dx n'est rien d'autre que la dérivée de x carré demi. Même chose pour y dy, même chose pour z dz. Et donc la quantité x dx plus y dy plus z dz n'est rien d'autre qu'un demi fois la variation infinitésimale de r carré. Donc le travail pour aller d'un point B1 à un point B2 n'est rien d'autre que moins l'intégrale de R1 R2 de G ma mb sur R carré dr, puisque dr carré vaut 2 R dr. Et cette intégrale, on peut la faire, elle n'est rien d'autre que G fois la masse de A fois la masse de B fois 1 sur R2 moins 1 sur R1. Encore une fois, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que l'énergie cinétique au point 2 moins l'énergie cinétique au point 1 égale G ma mb divisé par R2 moins G ma md divisé par R1. Il est encore une fois remarquable que la variation d'énergie cinétique ne dépend pas de la trajectoire, mais uniquement de la distance à l'instant 2 et de la distance à l'instant 1. On va généraliser ce que nous venons de découvrir dans le cas de la gravitation locale et de la gravitation universelle. Nous avons précédemment constaté que le travail de la force entre deux points ne dépend que de la différence de la même fonction entre ces deux points. Donc, si le travail pour aller de A1 à A2, qui est égal à l'intégrale de A1 à A2 du produit scalaire de la force par le déplacement, est égal à une certaine fonction U calculée au point A1 moins la même fonction U calculée au point A2, alors l'énergie cinétique au point 2 moins l'énergie cinétique au point 1 est simplement égale à cette fonction U en A1 moins U en A2. On peut évidemment faire passer U au point A2 de l'autre côté de l'équation et on obtient que l'énergie cinétique au point 2 plus la fonction U au point 2 est égale à l'énergie cinétique au point 1 plus la même fonction U au point A1 et que donc cette quantité est une constante. Cette fonction U, si elle existe, s'appelle l'énergie potentielle. Et la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle s'appelle l'énergie
totale du système. Sachez que pour les 4 forces fondamentales, il existe des énergies potentielles. En conséquence, on a toujours le théorème de conservation de l'énergie totale d'un système. Dans le cas de la force électrique, nous savons que cette force est égale à la charge qu'on place multipliée par le champ électrique qui règne au point où on a mis cette charge. En conséquence, le travail pour aller de A vers B est égal à Q fois l'intégrale de A vers B du champ électrique fois le déplacement. L'intégrale du champ électrique s'appelle le potentiel électrique. Et nous avons donc que le travail pour aller de A vers B est égal à la charge fois le potentiel électrique en A moins la charge fois le potentiel électrique en B. C'est donc la charge fois le potentiel qui est égale à l'énergie potentielle. Cette fonction V, comme je l'ai dit, s'appelle le potentiel électrique. On le mesure en volts. La charge Q est mesurée en coulombs. Des coulombs fois des volts donnent donc des joules puisqu'il s'agit d'une énergie. On peut aussi mathématiquement représenter les surfaces ou les courbes où l'énergie potentielle est une constante. On parle alors de courbe équipotentielle. Sur ces lignes, l'énergie cinétique ne change pas puisque le potentiel est une constante et donc la différence de potentiel est zéro. Voici 2 exemples de charges identiques ou de charges opposées avec les courbes qui représentent les lieux où le potentiel électrique est une constante. Appliquons cela à la situation idéale de 2 plans chargés uniformément. Nous savons que le champ électrique à l'intérieur de ces plaques est constant et vaut sigma sur epsilon 0. À l'extérieur de ces plaques, le champ électrique est nul. Je peux donc facilement calculer le travail du champ électrique entre le point A, la plaque de gauche, et le point B, la plaque de droite. Le champ électrique est une constante, donc le travail est simplement sigma sur epsilon 0 fois xa moins xb, c'est-à-dire la distance petit d qui sépare les 2 plaques. La charge sigma par unité de surface est égale à la charge portée par le plan divisé par la surface du plan, donc Q sur S. En conséquence, la différence de potentiel entre le point A, le plan A, et le plan B est égale à D sur epsilon 0 fois S fois la charge Q portée par la plaque A. La quantité D divisée par epsilon 0 fois S s'appelle la capacité de ces 2 plans. Et donc la différence de potentiel VA moins VB est égale à Q sur C, et C vaut epsilon 0 S sur D. La capacité se mesure en farad. Par exemple, si je décide arbitrairement que le potentiel au point A est de 20 volts et le potentiel au point B est de 0 volts, la différence de potentiel à l'intérieur diminue linéairement de 20 volts à 0 volts. À l'extérieur, évidemment, le potentiel est constant puisque le champ électrique y est nul.